Peu de gens le savent, mais depuis plus d'un demi-siècle, un nuage noir plane sur la science moderne. Voici le problème. Nous avons une conception de l'univers basée sur deux théories bien distinctes, dont l'une est la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est une façon de comprendre les objets les plus grands de l'univers, comme les étoiles et les galaxies. Mais les objets les plus petits, les atomes et les particules subatomiques, obéissent à un ensemble de règles totalement différentes, la mécanique quantique. Ces deux séries de lois sont incroyablement exactes chacune dans leur domaine. Mais quand on essaie de les combiner pour résoudre certains des grands mystères de l'univers, c'est le désastre. On va remonter à la naissance de l'univers, au Big Bang. À cet instant, une violente explosion s'est produite dans un minuscule volume. Puis, au cours des 14 milliards d'années qui ont suivi, l'univers s'est dilaté et refroidi pour donner les étoiles, les galaxies et les planètes que nous voyons aujourd'hui. Mais si l'on revoit le film cosmique cette fois à l'envers, tout ce qui est en train de s'éloigner se rapproche de nouveau. Et l'univers devient plus petit, plus chaud et plus dense au fur et à mesure qu'on remonte vers la nuit des temps. Au moment où on arrive au Big Bang, lorsque notre univers était à la fois immensément lourd et incroyablement petit, le projecteur se bloque. Quand on les combine, nos deux théories physiques s'effondrent. Mais si on pouvait unifier la théorie de la mécanique quantique et celle de la relativité générale, et voir ainsi le film cosmique dans son intégralité, eh bien, une toute nouvelle théorie, qu'on appelle la théorie des cordes, pourrait peut-être arriver à le faire. Et si elle s'avérait juste, elle obtiendrait certainement le plus beau succès de toute l'histoire des sciences. Un jour, la théorie des cordes pourra peut-être expliquer la totalité de la nature, depuis les plus petites bribes de matière jusqu'aux confins les plus éloignés du cosmos, à l'aide d'un seul élément. De minuscules brins d'énergie en vibration appelés cordes. Mais pourquoi doit-on réécrire les lois de la physique pour y parvenir? Quelle importance si les deux théories que l'on a sont incompatibles? Eh bien, prenez les choses comme ceci. Imaginez-vous vivant dans une ville où l'on n'obéirait pas à un seul et unique code de la route, mais à deux types de règles différentes entrant en conflit les unes avec les autres. Comme vous le voyez, ce serait plutôt déroutant. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pour comprendre ce monde, il faudrait trouver un moyen de réunir ces deux grands ensembles de lois conflictuelles en un seul et unique ensemble cohérent qui fasse sens. Nous partons du principe que cette théorie existe et que notre travail est d'être suffisamment ingénieux et efficace pour la trouver. Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout. Mais pour la découvrir, nous allons devoir entreprendre un voyage fantastique afin de comprendre pourquoi nos deux séries de lois sont en conflit l'une avec l'autre. Et la première étape de cet étrange périple est le domaine des très grands objets. Pour décrire l'univers sur une grande échelle, on utilise une série de lois, la relativité générale d'Einstein, qui explique comment fonctionne la gravité. La relativité générale voit l'espace, je dirais, comme une sorte de trampoline, comme une immense toile lisse que tous les objets lourds, tels les étoiles et les planètes, viennent déformer et étirer. Et toujours selon cette théorie, ce sont toutes ces déformations qui créent ce que nous ressentons comme la gravité. Ce qui veut dire que la gravitation qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil provient simplement du fait que notre planète suit les courbes et les contours que crée le Soleil dans le tissu spatial. Mais l'image lisse et doucement ondulée de l'espace prédite par les lois de la relativité générale n'est qu'un aspect du tableau.
Pour comprendre l'univers à des échelles extrêmement petites, il nous faut notre deuxième série de lois, la mécanique quantique. Et comme nous allons le voir, la mécanique quantique brosse un portrait de l'espace si radicalement différent de la relativité générale qu'on croirait que ces théories nous parlent de deux univers qui n'ont absolument rien à voir. Pour comprendre le conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique, il faut descendre loin, loin, très loin dans l'infiniment petit. Et à mesure que nous laissons derrière nous l'univers des grands objets, et nous approchons du domaine microscopique, l'image familière d'un espace où tout se comporte de façon prévisible commence à s'effacer devant un monde à la structure beaucoup plus incertaine. Et si nous continuons de rapetisser pour devenir des milliards de fois plus petits que les plus petites bribes de matière, les atomes et les minuscules particules qui les composent, les lois de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique, nous montrent que le tissu de l'espace devient agité et chaotique. Et pour finir, nous arrivons dans un monde tellement turbulent qu'il défie le sens commun. Ici-bas, l'espace et le temps sont si tordus et sont si déformés que nos concepts traditionnels de gauche et de droite, de haut et de bas, et même d'avant et d'après, disparaissent. Il n'y a aucun moyen de dire avec certitude si je suis ici, ou bien aux deux endroits à la fois. Ou peut-être suis-je arrivé ici avant d'arriver ici. Dans l'univers quantique, on ne peut pas cerner quoi que ce soit avec précision. C'est un endroit mouvementé et frénétique par nature. L'image fluctuante et saccadée de l'espace et du temps que prédit la mécanique quantique est en opposition directe avec le modèle géométrique lisse et ordonné décrit par la relativité générale. Pourtant, les physiciens sont persuadés que tout, depuis la danse effrénée des particules subatomiques jusqu'au tournoiement majestueux des galaxies, devrait pouvoir être expliqué par un seul grand principe physique, une seule équation générale. Si on parvenait à découvrir cette équation, la façon dont l'univers fonctionne réellement à tout instant et en tout point nous serait enfin révélée. Voyez-vous, ce qu'il nous faudrait, c'est une théorie qui puisse enfin expliquer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Théorie qui engloberait aussi bien la mécanique quantique que la relativité générale et qui ne serait jamais prise en défaut. Jamais. Pour un physicien, trouver une théorie conciliant la relativité générale et la mécanique quantique est une sorte de quête du Graal. Parce qu'un tel système nous donnerait une seule théorie mathématique qui saurait décrire toutes les forces qui régissent notre univers. La relativité générale décrit la plus connue de ces forces, la gravité. Mais la mécanique quantique décrit aussi trois autres forces. L'interaction forte, c'est la force qui maintient collés ensemble protons et neutrons à l'intérieur de l'atome. L'électromagnétisme, qui produit la lumière, l'électricité et l'attraction magnétique. Et l'interaction faible, c'est la force qui est à l'origine de la désintégration radioactive. Tous les phénomènes naturels, de la fission de l'atome à la naissance des étoiles, ne sont rien d'autre que les interactions de ces quatre forces avec la matière. Albert Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une manière de décrire les forces de la nature au moyen d'une seule et unique théorie. Et aujourd'hui, la théorie des cordes pourrait concrétiser son rêve d'unification. Pendant des siècles,
Les physiciens se sont représentés les éléments constitutifs de la nature, les atomes et les particules encore plus petites qu'ils contiennent, comme des balles minuscules ou des points. Or, selon la théorie des cordes, il y aurait au cœur de chaque bribe de matière un minuscule brin d'énergie en vibration appelé corde. Et une nouvelle génération de chercheurs est persuadée que ce sont ces cordes qui permettront de réunir l'infiniment grand et l'infiniment petit en une seule et unique théorie. Mais cette nouvelle théorie ne fait pas l'unanimité. Jusqu'à présent, aucune expérience n'a permis de vérifier l'existence de ces cordes. Il y a les physiciens et il y a les théoriciens des cordes, des gens qui se consacrent à des questions auxquelles l'expérience ne peut pas répondre. Ils refusent de l'admettre, mais c'est une physique qui n'est pas encore testable. Elle ne fait aucune prédiction qu'on puisse vérifier grâce à des expériences en laboratoire ou par des observations dans l'espace ou au télescope. Or, on m'a toujours appris, et je le crois encore, que la physique est une science expérimentale. Elle se fonde sur des expériences, ou dans le cas de l'astronomie, sur des observations. Au début, beaucoup de chercheurs se disaient que la théorie des cordes était simplement une histoire de fou. À dire vrai, l'étrange façon dont cette théorie s'est développée en une série de tours, de détours et d'accidents ne pouvait que les conforter dans cette idée. Et de fait, à sa naissance même, cette théorie a acquis la dimension d'un mythe que voici. À la fin des années 60, un jeune physicien italien, Gabriele Veneziano, est à la recherche d'un ensemble d'équations pouvant expliquer l'interaction forte, la colle extrêmement puissante qui maintient le noyau de chaque atome en liant protons et neutrons. Un jour, c'est du moins ce qu'on raconte, il ouvre un vieux livre poussiéreux sur l'histoire des mathématiques et y trouve une équation énoncée 200 ans auparavant par un mathématicien suisse, Léonard Euler. Veneziano est stupéfait de découvrir que l'équation d'Euler, depuis longtemps tenue pour une simple curiosité mathématique, semble décrire une interaction forte. Il publie rapidement un article et devient à jamais célèbre pour cette découverte. Mais l'équation d'Euler, qui explique miraculeusement l'interaction forte, acquiert alors sa dynamique propre. La théorie des cordes vient de naître. Petit à petit, elle se diffuse et atterrit un beau jour sur un tableau noir que regarde un jeune physicien américain, Leonard Susskind. Aujourd'hui encore, je me souviens de la formule. La voici. Je l'ai regardée, je me suis dit, elle est tellement simple que même moi je peux la résoudre. Susskind se retire dans son grenier pour réfléchir. Il sait que cette équation est la description mathématique de l'interaction forte. Mais sous les symboles abstraits, il a entreaperçu quelque chose de nouveau. J'ai joué avec, je l'ai trituré dans tous les sens. J'ai passé 2 mois enfermé dans mon grenier. La première chose que j'ai vue, c'est qu'elle décrivait une particule dotée d'une structure interne qui pouvait vibrer. Et pas simplement une particule ponctuelle. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'agissait d'une corde. Un peu comme un élastique, ou comme un élastique coupé en 2. Et que cet élastique pouvait non seulement s'étirer et se contracter, mais aussi osciller. Et merveille des merveilles, il correspondait exactement à l'équation. J'étais certain à ce moment-là d'être le seul sur Terre à le savoir. Susskind rédige un article qui présente l'idée révolutionnaire des cordes. Mais avant d'être publié, son article doit être lu par un comité d'experts. J'étais convaincu qu'on allait me le renvoyer avec les mots « Susskind et le nouvel Einstein », ou peut-être même le nouveau Newton. Mais il m'est revenu avec la mention « assez médiocre, ne mérite sans doute pas d'être publié ».